Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti au sommaire de cette édition. Le président de la République adresse ses condoléances à son homologue algérien suite au crash de l'avion qui a fait plus de 250 victimes. Également dans l'actualité, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, exhorte les 5 membres permanents du Conseil de sécurité à éviter une situation hors contrôle en Syrie. C'était les sommaires, bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par ce message de condoléances du chef de l'État Ismaël Marguelé qui a envoyé à son homologue algérien. Le président de la République Ismaël Marguelé a adressé aujourd'hui un message de condoléances à son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika suite au crash d'un avion de l'armée de l'air qui a causé hier le décès de plus de 250 personnes dans ce pays. Dans son message, le chef de l'État a exprimé sa compassion et solidarité à son homologue algérien. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent également à moi pour manifester leur sympathie et amitié au peuple frère algérien dans le cadre de cette terrible épreuve, a écrit le président Guelleh. Je forme le vœu que votre pays surmonte rapidement cette tragédie, a également indiqué le président de la République. Prions Dieu, le Tout-Puissant, d'épargner à la nation amie algérienne des drames et autres traumatismes. Eh bien, un deuil de 3 jours a été décrété en Algérie après la chute de l'avion militaire. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décrété hier un deuil national de 3 jours en mémoire de 257 victimes de cette tragédie. Il a également ordonné que soit récitée en mémoire des victimes la prière de l'absent vendredi après la grande prière musulmane. Selon l'agence algérienne de presse, l'APS, cet accident est la pire catastrophe aérienne civile ou militaire survenue en Algérie et la 4e la plus meurtrière dans le monde depuis 20 ans. Pour une raison encore inconnue, l'avion s'est écrasé peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger, avant de s'enflammer. L'épave calcinée gît encore à une centaine de mètres des murs d'enceinte de la base. La majorité des victimes sont des militaires et leurs familles, selon le ministère de la Défense. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Hassan Idriss Samrié, se trouve actuellement au Caire, où il participe aux travaux de la 45e conférence des ministres arabes du travail. Le ministre conduit une délégation comprenant Mme Ikram Awale Farah, directrice du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, M. Ousmane Ali Mohamed, conseiller technique du ministre, Abdelkader Omar Youssouf, secrétaire général adjoint de la Confédération nationale des employeurs de Djibouti, Mohamed Youssouf Mohamed, président de l'Union djiboutienne de travail. La délégation ministérielle a été bien accueillie à son arrivée au Caire par notre ambassadeur en poste en Égypte, Dohur Helsi, également représentant permanent de la Djibouti auprès de Ligue arabe. Placé donc sous le haut patronage du président Abdel Fattah al-Sisi, la conférence a été conjointement ouverte par Mohamed Mahamoud Saqaf, ministre égyptien du travail, par le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gate et le directeur général de l'organisation arabe du travail Faiz al-Mu'tadi. Djibouti, Nouvelle-Zélande, donc cumulativement avec ses fonctions de l'ambassadeur du Japon, Mohamed Areita, Ali a présenté hier à Mme Patty Reddy, gouverneur général de Nouvelle-Zélande, ses lettres de créance par lesquelles le président de la République, Ismaël Marguelé, l'a crédité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire donc auprès de la Nouvelle-Zélande avec résidence à Tokyo. Lors de cette entrevue, l'ambassadeur à l'État a d'abord donc transmis les salutations du président de la République et ce vœu de santé et de bonheur à Madame la gouverneure générale. À cette occasion, l'ambassadeur à l'État a souligné la nécessité de renforcer les relations bilatérales à travers des échanges commerciaux et culturels en exposant la stabilité politique de Djibouti, son potentiel de croissance, ses atouts en termes de logistique et d'infrastructures portuaires ouverts sur toute la région africaine. Ces différents atouts font de Djibouti un hub commercial dans le marché commun de l'Afrique orientale et australe,
Comesa, qui compte plus de 400 millions de consommateurs. L'ambassadeur a rappelé que Djibouti possède également un fort potentiel géothermique et conformément à la vision du chef de l'État, ambition de devenir un pays fonctionnant à l'énergie verte dans les années à venir. Au cours de cette visite, l'ambassadeur a eu une rencontre avec M. Stuart Horn, directeur général de la division Afrique et du Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande. L'ambassadeur à l'État a mis en exergue les opportunités d'investissement existantes dans notre pays dont l'économie est en plein essor. Les échanges ont été très fructueux et les discussions ont été portées sur la coopération et sur les secteurs des énergies renouvelables. Et cet atelier de formation donc de régisseurs des caisses octroyant des avances, le ministère du Budget donc a organisé hier dans ses locaux un atelier de formation destiné aux régisseurs des caisses des différents départements ministériels et qui sont habilités à octroyer des avances. Cette formation qui a rassemblé 18 régisseurs de caisses d'avance était animée par M. Rachid Hassan Saban, conseiller du président de la République, Abdoulaye Guedi, conseiller technique du ministère du Budget. C'est dans ce cadre que ce programme donc a été élaboré par le ministère du Budget. Eh bien, cette formation s'inscrit également dans le cadre des actions entreprises par le ministère du Budget en vue donc de renforcer la bonne pratique et la bonne gestion des deniers publics. Cet atelier a été ouvert par le secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mibratou. Et surtout de vous préciser les contours de cette responsabilité. Préciser également vos devoirs, vos missions et les responsabilités et vos responsabilités dans l'exercice de cette fonction. Nous avons constaté, comme chaque année, après les clôtures des comptes de fin d'année, dans les rapports et de contrôles effectués sur les différentes régies, qu'il y a beaucoup d'anomalies, de manquements. Nous n'avons pas, dans un premier temps, nous avons mis ça sur le compte de peut-être beaucoup de méconnaissance des textes, méconnaissance des règles et des responsabilités, et nous avons jugé utile d'abord de lancer cette formation, de vous sensibiliser cet après-midi pour vous montrer que la responsabilité que vous occupez en gérant ces caisses, même si elles paraissent peut-être d'un petit montant, 500 000 francs par mois en moyenne, 6 millions dans l'année, ce sont des responsabilités très importantes et qui répondent de la bonne pratique et de la gestion rigoureuse de ces fonds-là, de ces caisses d'avance. C'est à travers cette pratique et surtout une bonne mission et un exercice rigoureux de cette gestion, c'est tout le respect de la gestion des finances publiques, la gestion des deniers publics auquel le gouvernement est attaché et apporte une très grande importance. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a reçu hier après-midi une mission conjointe de la Banque mondiale, du Partenariat mondial pour l'éducation et l'UNICEF. La rencontre s'est déroulée en présence des directeurs généraux du MENFOP. La réunion qui venait conclure une mission d'une semaine a permis de revoir le niveau d'exécution du plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2019, mais aussi et surtout de restituer par le menu détail les composantes et les activités prévues dans le cadre d'un ambitieux projet du MENFOP qui est soutenu par les 3 grands partenaires subventionnés. Doté d'une enveloppe de 26 millions de dollars US, ce projet devra permettre de répondre aux défis du système éducatif dans la mise en place d'une école inclusive et de qualité. Plus spécifiquement, il permettra de supprimer définitivement le système de double flux dans les écoles et scolariser entièrement l'ensemble des enfants en âge d'aller à l'école. Par ailleurs, le projet a été conçu pour renforcer d'une part la qualité de l'enseignement prodigué. Au cours de la réunion, au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmad, et en son nom propre, le secrétaire général Mohamed Abdallah Mahyoub a exprimé ses sincères remerciements à tous les membres de la délégation. Il a saisi l'occasion pour réaffirmer l'importance capitale de ce projet pour les MENFOP dans ses efforts de transformation du système éducatif. Et du Partenariat mondial de l'éducation et de l'UNICEF, voilà, un projet ambitieux de 26 millions de dollars. Ce projet devra permettre de répondre aux défis de notre système éducatif. Nous voulons mettre en place une école inclusive de qualité. Ce projet va permettre de la suppression du double flux dans les écoles
où il devra aussi permettre à l'ensemble des enfants vivant sur les territoires de la République de Djibouti d'être scolarisés et enfin de relever de manière significative la qualité dans les écoles. Et le troisième et dernier point, le renforcement des capacités du personnel du ministère. Et voilà qui nous ramène de parler de cette découverte au Daï des restes d'un animal dont on ignore ses origines et qui a quelque peu inquiété la population locale. Le ministre de l'Environnement, responsable de la gestion de la biodiversité, a dépêché une mission au Daï pour déceler l'origine donc de la carcasse de l'animal. L'animal a été découvert par le gardien de la forêt dans les falaises de Go, dans un endroit inaccessible pour les hommes et le bétail. Après sa décomposition, eh bien, il a ramené la carcasse vers son lieu de travail, n'ayant pas pu déceler son origine. Il a montré que la population locale n'a pas pu arriver à savoir quel type d'animal s'agit-il. Un proche cousin venu de Djibouti a pris donc ces photos et l'a publié sur les réseaux sociaux. Cette information a été reprise dans les réseaux sociaux qui ont été postés avec des commentaires laissant croire que cette espèce animale inconnue peut représenter un danger pour la population. Afin d'identifier cet animal, 2 experts de la direction de l'environnement et du développement durable se sont rendus sur le site avec une équipe de la radio-télévision de Djibouti. Ces experts ont estimé qu'il s'agissait d'une mangouste rouge appelée Dagrir en Afar et en Somalie. Pour confirmer ce diagnostic, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a envoyé la photo de l'animal, un spécialiste français de la biodiversité et un expert américain du département d'entomologie de l'institution de Washington. Eh bien, monsieur Dini Abdallah est avec nous, secrétaire général du ministère de l'Environnement. Bonjour monsieur. Première question, monsieur le secrétaire général, merci d'avoir accepté notre invitation. L'histoire de cette carcasse de l'animal qui a été découvert au Daï fait beaucoup de commentaires, d'abord chez les populations locales et dans les réseaux sociaux. Comment vous avez confirmé qu'il s'agit d'une mangouste rouge? Pour confirmer cette information, nous avons d'abord envoyé une équipe du ministère de l'Environnement sur le terrain qui a analysé l'animal, qui a regardé sa taille, sa dentition. Donc à partir de ces différents éléments, ils ont estimé qu'il s'agissait d'une mangouste rouge. Mais pour confirmer encore plus, nous avons envoyé la photo à un expert français, puis à des experts américains, et tout le monde a confirmé qu'il s'agit bien d'une mangouste rouge. Et donc, contrairement à ce qui est annoncé dans les réseaux sociaux, il ne s'agit ni d'un dinosaure, ni d'un animal inconnu, mais d'un petit mammifère local qui est très bien documenté au niveau du ministère de l'Environnement. Monsieur le secrétaire général, vu l'écho de cette histoire, y a-t-il une méconnaissance totale sur les espèces animalières vivant au Daï? Pensez-vous qu'il faut des efforts de vulgarisation auprès du grand public? Bien sûr, il faut une vulgarisation et le ministère de l'Environnement fait déjà pas mal de vulgarisation. Comme vous l'avez constaté lors du 5 juin, la journée mondiale de l'environnement, nous avons placé des affiches dans les différentes parties de la capitale sur les espèces animales et végétales. Nous avons aussi dans le passé publié pas mal de brochures et toutes les espèces animales et végétales sont recensées dans un document qu'on appelle Monographie nationale sur la biodiversité. Donc toutes les espèces sont connues. Et après, au ministère de l'Éducation nationale aussi, il y a un programme, dans le programme scolaire. La plupart des espèces emblématiques de Djibouti sont enseignées dans les écoles, mais le grand public évidemment ne peut pas connaître toutes les espèces. Et en l'occurrence, c'était une espèce, la mangouste rouge, est un animal assez rare qui vit uniquement dans les montagnes et tout le monde ne pouvait pas le connaître. Eh bien, votre département fait des projets pour protéger la biodiversité de certaines espèces qui sont menacées en voie de disparition. Et est-ce que vous disposez beaucoup de zones protégées pour la biodiversité en général à Djibouti? Vous savez, pour protéger la biodiversité, le ministère de l'Environnement a pris d'abord des mesures législatives. Il y a une loi qui a créé les aires protégées. Nous avons 7-8 aires protégées, aussi bien marines que terrestres, dont la forêt de Daï, où on a trouvé la carcasse de cet animal. Nous avons aussi, le gouvernement aussi a pris un décret
qui assure la protection des espèces menacées d'extinction, qu'il s'agisse des espèces animales ou des espèces végétales. Et par la loi, il est interdit de tuer les animaux sauvages. Heureusement, dans notre pays, la chasse n'est pas une pratique très répandue, mais les espèces sont parfois menacées parce que leur habitat disparaît. Et pourquoi leur habitat disparaît? Leur habitat disparaît sous l'effet d'abord du changement climatique, avec la désertification et les sécheresses récurrentes, mais parfois aussi l'habitat disparaît à cause des actions humaines, telles que le déboisement et le surpâturage. C'est pour ça que le ministère de l'Environnement a mis en place des aires protégées pour essayer de conserver les espèces animales et végétales dans des écosystèmes qui les protègent. Et concernant les sites archéologiques? Les sites archéologiques, c'est pas tout à fait de notre compétence, c'est plutôt le ministère de la Culture qui s'en occupe. Il y a des sites archéologiques qui sont identifiés aussi, notamment dans la région de Assaïla, mais nous avons collaboré avec le ministère de la Culture pour identifier certains sites culturels, certains sites archéologiques, mais on ne s'occupe pas directement des sites archéologiques, on s'occupe plutôt de la biodiversité, c'est-à-dire des espèces naturelles, qu'il s'agisse des arbres ou des animaux. Dernière question très vite, monsieur le secrétaire général. En conclusion, quels sont vos conseils pour éviter ces genres de confusion à l'instar de cette carcasse animalière ou d'ail? Mes conseils, c'est que d'abord, on ne balance pas sur Internet des photos dont on n'est pas sûr. C'est une photo grossie qui donne effectivement à première vue qu'il s'agit d'un animal inconnu et même dangereux, alors qu'il s'agit d'un petit animal qui a la taille d'un chat. Donc évitez déjà de diffuser sur Internet des images dont on n'est pas sûr. Deuxième conseil, c'est qu'il faudra contacter, lorsque la population locale n'arrive pas à identifier un animal, il faudra contacter le ministère de l'Environnement qui dispose assez de spécialistes pour identifier les espèces animales qui vivent en République de Djibouti. Merci, donc vos conseils ont été entendus par les téléspectateurs que nous entendons. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Hasse, je vous retrouve dans quelques instants. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Le directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Meidal, et l'inspecteur général du travail et des lois sociales, Abdi Farah Idlé, ont signé aujourd'hui un accord bilatéral. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la Poste de Djibouti. L'accord stipule que la Poste de Djibouti assure la collecte et la livraison des courriers émanant et à destination de l'IGLS, et cela dans le but d'assurer un service public de proximité aux plaignants et aux entreprises. Et cela sur tous les territoires nationaux. Plus généralement, à travers cet accord bilatéral, ces deux institutions phares de l'État s'engagent à travailler en étroite collaboration dans le but de traduire une volonté politique du plus haut autorité de l'État dans l'objectif d'accompagner la réforme de l'administration publique. Cet accord, qui répond à une exigence de qualité au service du public, servira à faciliter et à fluidifier les échanges tout en encourageant la collaboration interinstitutions publiques et la culture de la bonne gouvernance. L'inspecteur général du travail et des lois sociales, Abdi Farah, s'est dit heureux de travailler main dans la main avec la Poste de Djibouti pour réaliser en collaboration avec les autorités concernées la meilleure organisation possible du marché de l'emploi et la pleine utilisation de la main-d'œuvre. De son côté, le directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Meidal, a mis l'accent sur le caractère pionnier de cet accord entre la Poste de Djibouti et l'IGLS, qui traduit dans le fait la volonté du chef de l'État à décloisonner les institutions publiques et à renforcer ainsi leur collaboration pour améliorer la qualité du service public. Ce qu'on a signé aujourd'hui répond principalement aux vœux de nos administrations, de nos ministères de tutelle, qui est de décentraliser les administrations, qui est de décloisonner les administrations. Donc les citoyens voulant avoir accès à l'inspection du travail, voulant déposer une lettre ou un recours, quelle que soit leur ville, que ce soit dans les régions ou dans la ville de Djibouti, n'auront plus besoin de se déplacer jusqu'au bureau de l'inspection, mais déposeront leur recours ou leur plainte directement à un bureau de poste. À ce titre, nous faisons un travail qui est tout à fait normal. La Poste retrouve son travail d'antan. La Poste a toujours été le coursier de l'État. C'est un tiers de confiance. On dit toujours que le cachet de la Poste fait froid. Donc nous remercions nos camarades de l'inspection générale du travail parce qu'ils ont compris qu'un service public aussi, comme la Poste, doit être partie prenante dans ces relations-là, et nous espérons que les citoyens pourront utiliser ce service-là de manière efficiente. Et nous demandons aussi à toutes les personnes qui posent des lettres ou des demandes de se rendre dans n'importe quel bureau de poste dès dimanche prochain, Inch'Allah. En bref, en image, le secrétaire exécutif de l'ENARS a rencontré donc le premier conseiller de l'ambassadeur du gouvernement de Belgique résidant en Éthiopie. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation et d'intégration des jeunes djiboutiens et des réfugiés. Ce projet a été mis en place il y a donc quelques temps. L'objectif est l'autonomisation de jeunes djiboutiens vulnérables et les réfugiés urbains à travers la mise en place donc des micro-entreprises, activités génératrices de revenus, à savoir la pêche, des salons de coiffure, des garages et des boutiques. Rappelons que ces micro-entreprises vont être que 40 Djiboutiens bénéficieront de ces dons et 40 réfugiés également à titre gratuit financé par le gouvernement belge à travers l'OIM en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et l'ONARS.
porté ce projet qui est un projet pilote et on voit que c'est une réussite. Je vous en félicite, madame, et j'espère que les résultats seront obtenus. Merci, félicitations. Du monde en Syrie, Guterres exhorte les 5 membres permanents de l'Organisation des Nations Unies à éviter une situation hors de contrôle, n'est-ce pas, Ahmed Hamad? Effectivement, Ali, donc Antonio Guterres, le patron de l'ONU, a indiqué, donc je cite, « J'ai appelé les ambassadeurs des 5 membres permanents, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, pour réaffirmer ma grande inquiétude face à l'impasse actuelle et j'ai insisté sur la nécessité d'éviter une situation risquant de devenir hors contrôle », a indiqué donc le patron de l'ONU, alors que la menace, Ali, d'une action occidentale en Syrie s'est encore renforcée. Le Conseil de sécurité, profondément divisé, a échoué donc mardi soir à adopter une résolution visant à créer donc une enquête sur l'emploi d'armes chimiques à Douma. Washington et Moscou se sont engagés donc dans un face-à-face de plus en plus tendu sur le dossier syrien. Le président américain Donald Trump avertissant du tir imminent de missiles contre le régime de Bachar al-Assad en représailles aux attaques chimiques présumées de samedi dernier. Et dans la Ghouta orientale, toujours la Syrie, l'armée syrienne a repris Douma, dernier bastion rebelle selon l'armée russe. Et c'est avec l'appui de la Russie et des gardiens de la révolution iranienne que cette partie du terrain donc syrien a été prise, et par la suite le drapeau syrien flottait donc dans le centre de Douma. C'est ce qui s'en réjouit donc les ministères russes des Affaires étrangères et de la Défense. Selon ces derniers, les forces gouvernementales syriennes ont repris le contrôle de la totalité de la ville de Douma, dernier bastion que tenait le rebelle dans la région de la Ghouta orientale près de Damas. Parallèlement, les autorités russes ont réclamé une enquête des experts de l'Organisation internationale sur les armes chimiques sur le site de Douma où s'est produite l'attaque chimique le 7 avril. Moscou, comme Damas, nie toute attaque chimique. Fin de l'audience devant la Chambre des représentants pour le PDG de Facebook qui est donc soupçonné de fuite des données, Mark Zuckerberg. Et ces 2 jours donc sur le grill, Ali, 10 heures d'audience. Le Congrès américain n'aura pas épargné le PDG de Facebook, mais le supplice est terminé pour Mark Zuckerberg. Ce génie milliardaire qui semblait éreinté aura donc vigoureusement défendu son réseau social. Il a refusé de remettre donc en cause son modèle économique devant la commission de la Chambre des représentants. À l'utilisateur de décider, il en a le pouvoir, affirme-t-il. Mark Zuckerberg donc a renvoyé la responsabilité d'une régulation du secteur Internet aux parlementaires, régulation qu'il juge inévitable. Cependant, prudent, il a fait amende honorable pour les erreurs passées et a écouté sans brancher les remontrances des parlementaires pour le scandale Cambridge Analytica. Et nous terminons avec ce mot de sport. Ligue des Champions, le Real Madrid et le Bayern Munich qualifiés pour les demi-finales, mais par la petite porte. Et oui, Ali, le Real Madrid donc a frôlé la sortie de route en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueur 3-0 à l'aller et donné favori. Les doubles tenants du titre ont été pris à la gorge par la Juventus Turin qui va mener 3-0 grâce à un doublé du Croate Mario Mandzukic et un but de Blaise Matuidi, de quoi pousser la rencontre en prolongation. Mais c'était sans compter, Ali, sur un coup de théâtre. À la 93e minute, l'arbitre siffle un penalty en faveur des Espagnols et dans la foulée de la contestation italienne, expulse le gardien Buffon qui disputait peut-être sa dernière rencontre européenne. Cristiano Ronaldo exécute donc la sentence et envoie son club dans le dernier carré de la compétition. Et l'autre quart de finale, Ali, s'est révélé beaucoup moins riche en émotions. C'est à l'issue d'un match nul donc sans le moindre but que le Bayern Munich a validé son billet pour le dernier carré. C'est la 6e fois que sur les 7 dernières années, les hommes de Jupp Heynckes s'étaient donc imposés 2-1 à l'aller sur la pelouse de FC Séville qui restait à Caire. Merci Ahmed Hamad pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.